Bonjour Amar Takjout, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour. Alors, vous avez récemment réaffirmé, Monsieur Takjout, le soutien de l'UGTA au dialogue national initié par le président de la République. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur votre récente audience avec le chef de l'État? Quelles ont été vos principales revendications et quelles garanties surtout avez-vous obtenues pour les travailleurs? Premièrement, la visite qu'on a eue auprès du président de la République, c'est une visite qui s'inscrit dans le dialogue social, dans le dialogue national aussi. C'est le pas significatif du président de la République, parce que ça reste une conviction chez lui, ça reste une conviction qu'il porte et qu'il portera au niveau national, en cherchant à faire participer tout le monde autour des problèmes, que ce soit des questions nationales, des questions géopolitiques, des questions à caractère économique et social. Je pense que c'est à nous de reprendre un petit peu parce que la perche nous est tendue, donc on l'a saisie, on essaiera de s'inscrire dans cette culture du dialogue national, dialogue social, dialogue économique, dialogue politique. C'est-à-dire qu'il faut que la société change, il faut que la société s'inscrive dans la discussion et dans le changement de comportement des uns et des autres, parce qu'on ne peut pas faire avancer le pays si on fait pas si on n'engage pas la discussion. On ne peut pas faire avancer le pays s'il n'y a pas ce qu'on appelle les échanges entre partenaires, entre politiques. On ne peut pas faire avancer les choses dans notre pays s'il n'y a pas ce qu'on appelle la confrontation des idées. Ce n'est pas un mot assez rond, la confrontation des idées. C'est quoi? C'est des idées qui sont portées par les uns et les autres, etc. Donc, une société, si elle n'a pas envie d'être sclérosée, fermée sur elle-même, il faut qu'elle s'ouvre, il faut qu'on engage une discussion, il faut qu'elle engage la réflexion d'ensemble. Je parle de la réflexion d'ensemble. Vous avez pu arracher quelques garanties du chef de l'État? Puis écoutez, la garantie, le fait d'être réceptif, d'écouter, et donc c'est déjà un pas significatif. Absolument. Parce qu'on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on a arraché. On arrache chaque jour. Moi, je peux dire que la très grande réussite, c'est d'avoir le premier responsable du pays qui écoute et qui essaye de comprendre et qui essaye de jauger un petit peu la société comment elle est. C'est déjà une réussite et un pas garanti important à mes yeux, parce que ce qui est dommageable, c'est pas le fait de donner quelque chose aux travailleurs, c'est le fait de donner des gages qu'on est à disposition, à écouter et à participer au règlement du problème. Tout à fait. En parlant de dialogue, il y a ce qu'on appelait communément la tripartite, Monsieur Takjout, le dialogue entre l'UGTA, le gouvernement et le patronat qui reposait sur un équilibre essentiel pour garantir les droits des travailleurs tout en soutenant l'économie nationale. Les tripartites qui étaient un rendez-vous incontournable pour débattre des grandes orientations économiques et sociales semblent s'être raréfiées ces dernières années. Est-ce qu'il faut relancer ces rencontres de manière plus systématique, vous pensez ? Est-ce qu'on parle de tripartite symbolique ou des tripartites qui doivent traiter des problèmes à caractère économique, social? C'est le but, n'est-ce pas? Le but recherché, c'est ça. Donc les tripartites, ils sont intéressantes et importantes s'ils relèvent d'un contenu aussi intéressant et important. Moi, les tripartites à caractère symbolique ou folklorique, ce n'est pas ma tasse de thé. Je préfère encore des tripartites qui tranchent, qui prennent des décisions, des tripartites qui doivent prendre des décisions hardies pour la société algérienne. Donc ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire, oui, quand il s'agit de prendre des grandes décisions. Parce que c'est le couronnement d'un travail. Parce que c'est quoi la tripartite? On a envie de voir une tripartite, ça on la voit le jour, et on la voit, c'est un tableau, pas plus. Mais ce qui est important, est-ce qu'il y a eu des tripartites auparavant? Parce que les tripartites, c'est entre gouvernement et employeur, autour d'un travail, autour d'une réflexion.
pour créer ce qu'on appelle un contenu, une ligne directrice qu'il va falloir trancher dans les grandes messes tripartites, ça veut dire télévision, médias, etc., la vulgarisation de ce travail. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la démultiplication de rencontres tripartites à la base. Ça veut dire que loin des caméras, loin des médias. Ça veut dire on travaille, on cherche à travailler, à réfléchir. Oui, écoutez, moi j'ai envie de me retrouver avec le ministre du Travail. J'aimerais bien me retrouver avec le ministre de l'Industrie. J'aimerais bien. On n'a pas besoin de l'exposer, mais on doit travailler, chercher des solutions. Maintenant, oui. Après ce travail, après cet ensemble de lignes de travail arrêtées ensemble, à ce moment-là, oui, on peut dire, voilà, on fait une tripartite, on l'annonce et on tient à témoin, parce que la tripartite, elle tient à témoin l'opinion publique et les structures concernées. Et quelque chose de plus concret, Monsieur Takjout, vous avez salué la nouvelle loi sur l'exercice du droit syndical qui renforce l'indépendance des syndicats et introduit la numérisation. Toutefois, vous avez aussi signalé des difficultés d'application, Monsieur Takjout, notamment sur la limitation des mandats syndicaux. Quelles sont ces résistances? Comment l'UGTA compte-t-elle les surmonter? Écoutez, dans chaque réforme, dans chaque mode de fonctionnement nouveau pose problème. Il y a une résistance au changement, ça dit, c'est la nature même de l'humain, parce qu'on veut pas changer, on veut pas remettre en cause un petit peu les habitudes. Moi, je pense que la loi, elle apporte un certain nombre de choses permettant la clarification. 1. 2, elle apporte aussi la représentativité. Quand on est syndicat, il faut savoir on représente quoi et combien. Parce que c'est aussi un problème de représentativité, est-ce qu'on est nombreux. Et pourquoi? Parce qu'on doit aussi chercher à connaître pourquoi les gens fuient le syndicat et pourquoi les gens viennent au syndicat, s'organisent. Parce que sinon, on risque de ne pas voir la réalité et la vérité du terrain. Il y a les mandats, oui, l'exercice du mandat, quand on est aux responsabilités, quand on a une responsabilité, c'est bien de changer. Parce que l'usure du pouvoir, c'est pas bon. Ça casse. Il y a autant de problèmes. À chaque fois que les gens restent en responsabilité longtemps, ils deviennent cassants. C'est de la folie qui s'installe. Alors, moi, je suis partisan aussi de cette démarche. Il faut permettre au renouvellement, il faut permettre une alternance, et ça donne de l'oxygène, ça veut dire ça donne du changement. Et aussi, le travailleur a besoin de ce côté psychologique, de dire avec le changement, peut-être qu'il va y avoir des choses intéressantes, etc. Même s'il n'y en a pas, à la fin, on est déçu. On est déçu, mais l'espoir est permis à tout le monde. Donc voilà un petit peu. Donc vous saluez cette nouvelle loi sur l'exercice. Moi je la salue, mais il y a quelques peut-être interprétations, quelques formulations à revoir dans un certain nombre d'articles, oui. On reviendra peut-être un jour parce qu'on est en train de travailler pour dire que certains articles, il faut qu'il y ait de la clarification, plus d'explications sur un certain nombre d'articles. Mais sinon, le reste, moi je salue, je trouve que c'est à nous, syndicalistes, de prouver qu'on a une représentation, et c'est à nous de prouver qu'on a aussi une organisation syndicale responsable, forte. Écoutez, la force syndicale, c'est pas la force numérique, c'est pas la force des grèves et des protestations. La force syndicale, c'est sa force de proposition. Est-ce qu'on est à même de réfléchir et de penser et d'apporter quelque chose ou non? Et en parlant de syndicalistes, justement, de nombreux syndicalistes ont été licenciés abusivement par le passé pour avoir défendu les droits des travailleurs. Où en est aujourd'hui leur réintégration, Monsieur Takjout? Écoutez, les salariés licenciés, les salariés qui restent peut-être aujourd'hui, qui n'ont pas eu de réponse à leur doléance ou à leur demande, on est en train de suivre, on est en train d'essayer de voir avec nos partenaires. Maintenant, vous savez, le syndicalisme, les problèmes à caractère social, à caractère économique,
on ne peut pas les régler seuls en tant que syndicat, on les règle à deux. C'est rappeler à nos partenaires qu'ils ont une responsabilité. Rappeler à nos partenaires qu'ils n'ont pas le droit de laisser de côté les problèmes socio-professionnels des travailleurs. Est-ce qu'à l'UGTA, vous jugez que la liberté syndicale est pleinement respectée en Algérie ? Écoutez, ça dépend. C'est à géométrie variable. Il y a ceux qui saisissent l'importance de la liberté syndicale et qui la respectent. Il y a d'autres qui ne la respectent pas. Moi, ce qui me chagrine le plus, ce n'est pas le fait qu'il y a des personnes, on peut avoir une idée, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est de respecter les lois de la République. Et là, moi, je fais une entorse. Je n'aime pas encore les responsables qui ne respectent pas les lois de la République. À commencer par moi, parce que je suis respectueux de ces règles. Moi, j'aime et je respecte les lois, à charge pour ceux qui sont aux responsabilités de faire de même. Parce qu'on n'en a pas le droit. Écoutez, moi je n'applaudis pas le président parce qu'il est président. Moi je respecte les lois qui sont promulguées par le président. Et c'est toute la différence qu'il y a ici. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à aller, à applaudir, à chercher, à courir derrière le président. Mais quand il s'agit d'appliquer les lois, on essaye de fuir ou d'interpréter ou de traduire autrement les choses. Non, le respect d'un chef d'État, c'est le respect de la République. Et la République, elle est synonyme aussi des institutions, des lois, de l'emblème et de l'hymne national. Donc, si on est respectueux, va falloir avancer avec. Moi, je préfère dire ce que je pense, je préfère dire encore mes désaccords, que de me cacher en train de faire de la politique de l'autruche. Quand il s'agit de responsabilité, je ne suis pas là, et quand il s'agit d'autre chose, je sors applaudir et je sors faire la fête. Non, moi je suis de ceux qui cherchent à faire avancer les choses. Et vous avez raison. Amar Takjout, on revient juste après une petite page de publicité et les titres de l'information. Bonjour, monsieur Takjout. Donc, l'UGTA a déjà formé 2700 syndicalistes et ambitionne d'en former 20 000. Les chiffres sont corrects ? Oui. Quels sont les objectifs stratégiques, monsieur Takjout, de cette initiative ? Écoutez, la formation est nécessaire pour les syndicalistes. Premièrement, à le faire apprendre le b.a.-ba du syndicalisme, le minimum, le SMIC. On n'en fait pas beaucoup parce que au regard de la grandeur de cette organisation et le nombre d'adhérents que nous avons et le nombre de structures à la base, les structures de base existantes aujourd'hui un peu partout dans les administrations comme dans les entreprises, on est loin. Le chiffre de 20 000 est dérisoire. Donc il faut former, il faut réapprendre le syndicalisme. Mais le syndicalisme reste un problème d'engagement et d'appartenance. On ne vient pas par effraction, parce que ce qui fait mal à l'UGTA, c'est le nombre de personnes qui viennent par effraction, qui n'ont rien à voir avec l'engagement, qui n'ont rien à voir avec l'appartenance, parce qu'il faut appartenir à cette famille syndicale. Pourquoi il y a un pluralisme syndical ? Parce que chacun doit se retrouver quelque part là où il se sent au mieux. L'appartenance est importante et l'engagement aussi est important. Et on va parler d'un point important, le retour de la retraite anticipée pour certains secteurs. Monsieur Takjout, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a récemment annoncé la possibilité pour les enseignants de partir à la retraite anticipée 5 ans plus tôt sur simple demande. Est-ce que vous pensez que cette mesure devrait être élargie à d'autres secteurs ? Ça dépend. Il faut qu'il y ait une étude, un travail sur la question de pénibilité, que ce soit mentale ou physique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent au sud, qui ont des problèmes et qui peuvent atteindre
l'âge de la retraite peut être un problème pour eux au regard un petit peu de l'état de santé de chacun. Donc faire des rotations, le travail de nuit, le travail parce que ce n'est pas la même chose avec le travail du jour. Moi, je pense qu'il y a un travail que nous avons fait et engagé au niveau de l'organisation syndicale. On va le reprendre, toutes les mesures, les pénibilités, la définition de la pénibilité. Mais ce qui est important pour la retraite anticipée, peut-être pour la haute pénibilité, parce qu'il y a une différence entre la pénibilité et la haute pénibilité. Parce qu'il n'y a pas de travail qui n'est pas pénible. Le fait d'être derrière un micro et avoir ce qu'on appelle des acrobaties cérébrales, etc., est un problème pénible. Est-ce que justement, certains métiers comme ceux du bâtiment, ceux de la santé... Oui, ça veut dire c'est la haute pénibilité. Écoutez, je vous ai dit, le travail de nuit, ce n'est pas le travail... Oui, ça impose un rythme éprouvant et une usure physique importante. Il y a des tâches, des métiers qui méritent d'être regardés de plus près et d'être analysés de plus près. Bon, je pense que c'est de ce côté-là et ça peut fonctionner, ça peut avancer. Mais ce qui est triste dans cette affaire, c'est la détestation du travail. Aux syndicalistes, les gens veulent partir en retraite vite. Pourquoi? Ils veulent échapper au travail vite. Et pourquoi? On ne s'est jamais posé la question aujourd'hui pourquoi les gens détestent le travail. Peut-être que les conditions ne sont pas adéquates. Exactement, les conditions. Ça veut dire qu'on n'a pas essayé de chercher, d'analyser les raisons et pourquoi les gens fuient. Parce qu'il y a l'environnement de l'entreprise, l'environnement de l'administration est hostile aussi au travail. On ne laisse pas les gens travailler à l'aise. Les gens ne sont pas épanouis dans leur travail. Ils sont tout le temps pas ça. C'est un travail aussi de la pédagogie au sein des entreprises, de la pédagogie au sein des administrations. On vient pas. C'est pas une corvée, c'est pas une prison, c'est pas une sanction. On vient travailler, alors permettez aux gens d'être à l'aise dans le travail et d'aimer le travail, de venir au travail, pas avec une boule d'angoisse, mais avec plaisir. Et c'est pour cela que nous sommes en train de réfléchir à une grande conférence sur ce qu'on appelle la santé mentale au travail. Pourquoi les gens cherchent à fuir le travail au moment où l'entreprise... il faut le signaler. Oui, exactement. Au moment où les entreprises et les administrations ont besoin de la qualité et de l'expérience des uns et des autres. Pour revenir à ma question, Monsieur Takjout, tant que l'UGTA plaide pour une reconnaissance officielle des métiers pénibles qui permettrait un départ anticipé à la retraite, ça se fait dans d'autres pays. Oui, la haute pénibilité, moi je suis d'accord, il va falloir ouvrir le chantier, discuter et réfléchir ensemble, parce qu'il y a des enseignants, oui, mais il y a aussi des travailleurs au sud qui ont des problèmes, il y a des travailleurs des ports qui ont des problèmes, il y a des travailleurs de la protection civile, il y a des travailleurs de la police qui font des rotations de nuit, de jour, etc. Et ça, c'est usant et c'est épuisant. Moi, je pense qu'il y a des métiers qu'il faut analyser et avoir une expertise pour déterminer quelles sont les personnes qui peuvent prétendre à ce départ anticipé. Et avec la hausse des prix, l'inflation, une pension de retraite minimale portée à 20 000 dinars, est-ce que l'UGTA réclame une réévaluation plus régulière des pensions ? Écoutez, je pense que le président n'est pas insensible à ce problème. Le 1er mai, on avait demandé... on avait exprimé une demande d'augmentation du SNMG et il a été très réceptif. Et je pense c'est dans l'agenda du président, dans la réflexion du président, à revoir le SNMG très prochainement. Est-ce que vous pensez que le système de retraite, là j'aimerais votre avis, est-ce que le système de retraite actuel est viable à long terme ou est-ce qu'il doit être repensé en profondeur ? Ça dépend. C'est la question du verre à moitié plein ou à moitié vide. Vous savez, s'il y a plus de travail, si on crée plus de travail, bien évidemment, on ne peut
que viabiliser, enfin donner de la vie à ce système. S'il y a moins de travail, s'il y a des crises, bien évidemment, ce système va se retrouver en difficulté parce que c'est lié un petit peu à un système générationnel. Donc c'est les générations qui arrivent au monde du travail qui alimentent cette caisse pour les retraités. Bien évidemment, il y a deux aspects. Un, il faut faire le plein dans le travail, dans la création d'emplois. La création d'emplois passe par la relance économique. Et c'est l'économie qui est à même, c'est le secteur économique qui est à même de créer les conditions de la viabilité de ce système. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup d'emplois, il faut qu'il y ait beaucoup de travail à donner aux jeunes, et en même temps, la longévité des retraités, aussi, fait qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen, et c'est le seul créneau qu'il faut, c'est la création d'emplois qui est capable de maintenir les équilibres de cette caisse de retraite. Vous avez également insisté sur la nécessité de préserver le pouvoir d'achat des travailleurs. On le disait, face à l'inflation, la spéculation. Quelles mesures concrètes vous proposez pour lutter contre ce phénomène ? Écoutez, moi, je ne crois pas que le pouvoir d'achat des salariés passe uniquement par l'augmentation des salaires. Il passe par quoi, alors ? Il passe par un ensemble de mécanismes et d'outils qui existent de par le monde. Vous savez, il faut la maîtrise des prix. Il faut que l'inflation soit maîtrisée. Il faut aussi créer les conditions de consommation, un mode de consommation autre que celui qu'on est en train d'engager aujourd'hui, parce que nous avons un mauvais mode de consommation. Donc il y a autant de mécanismes et d'outils, la fiscalité, l'impôt, tous ces mécanismes, il faut les revoir pour essayer de rééquilibrer et de donner du pouvoir d'achat. Vous savez que le pouvoir d'achat, vous pouvez le perdre en ayant une augmentation de 10%, parce que le lendemain, vous avez les prix qui augmentent de 20%. Et vous pouvez gagner juste une petite réduction de la TVA sur des produits consommables tous les jours. Vous pouvez gagner du pouvoir d'achat sans pour autant avoir une augmentation de salaire. Donc, cette vue de l'esprit de chercher à gagner le pouvoir d'achat par uniquement le salaire, c'est une fausse piste. Il faut réapprendre à discuter de tout. Vous avez attiré mon attention en parlant d'emploi, Monsieur Takjout, avec le taux de chômage des jeunes qui reste préoccupant malgré les dispositifs existants. Il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que l'UGTA plaide pour une refonte des politiques d'emploi ? Oui, les refontes. Écoutez, moi, je ne suis pas le gouvernement. Le gouvernement est censé, il est là à chercher des solutions pour créer de l'emploi. Mais le JTA peut participer, donner des pistes. Il peut jouer un rôle plus actif dans l'accompagnement des jeunes. Parce qu'en faisant le constat du terrain, on peut donner des pistes et essayer de contribuer à faire avancer les choses. Moi, je pense que la création d'emplois passe par la relance économique. Ça veut dire que quand on crée beaucoup plus d'entreprises, de petites et de moyennes entreprises, c'est un moyen de créer des emplois. Quand on crée de la production, quand la demande du marché se fait sentir, donc la production, elle suit, donc il y a création d'emplois. Ça veut dire que quand la rotation d'une équipe passe à deux équipes, c'est une création d'emplois. Et là, je fais peut-être une petite parenthèse. Je dis, le mieux, c'est d'aider les entreprises publiques à s'en sortir en leur donnant plus d'autonomie d'action. Parce qu'ils peuvent devenir aussi un point d'appui à la création de la petite et moyenne entreprise. Oui. Parce que le fait du blocage de l'entreprise, qu'elle ne prend pas des initiatives aujourd'hui, qu'elle ne cherche pas à gagner des parts de marché, bloque automatiquement la création de la petite et la moyenne entreprise. Et je dirais encore, si on a envie de formaliser certaines entreprises qui sont dans l'informel, il va falloir donner plus de liberté à l'entreprise publique, parce que l'entreprise publique a des marchés, l'entreprise publique a un plan de charge qu'elle peut partager avec des entreprises, des petites et des moyennes
entreprise. Ça veut dire qu'elle peut les partager. Et si elle les partage, elle ne peut pas les partager avec l'informel, mais elle ne peut le partager qu'avec les entreprises formelles. Et c'est une possibilité de passer de l'informel vers le formel parce que chacun y trouve sa part et chacun y trouve des choses à gagner. Et dans ce sens, la crise économique, M. Takjout, a fragilisé plusieurs secteurs. Certaines entreprises peinent à maintenir leur effectif. Quelles solutions concrètes vous proposez pour éviter les licenciements massifs, relancer la production nationale? Écoutez, il y a un marché public important. Il va falloir donner plus de travail que de donner de l'argent. Parce que ces marchés publics, il ne faut pas les réorienter ni les donner à des entreprises étrangères, à des entreprises qui n'arrivent pas à... Il faut leur donner une activité. Écoutez, moi je pense que il y a des entreprises du bâtiment qui souffrent aujourd'hui. Il faut leur donner des parts de marché. Il y a des entreprises de l'industrie de la manufacture qui existent et qui ont des difficultés à fonctionner. Il faut leur donner ces marchés publics. Il faut savoir réorienter ces marchés publics. Oui. L'État, comme tous les pays du monde, ils ont un marché, ils ont des demandes, ils ont des besoins, et c'est à travers ces marchés publics qu'on peut les maintenir, leur donner en quelque sorte le moyen de reprendre, de se relancer. En dehors de ça, c'est une démarche suicidaire de ces entreprises à contracter des prêts, à s'endetter encore plus, à avoir de l'endettement, et le service de la dette est très difficile, en passant par les banques et la fiscalité sociale et la fiscalité ordinaire. Tout ça pèse énormément sur l'entreprise. Moi, je pense, il faut leur donner à travailler des marchés publics. 2, il faut aussi les soulager auprès des institutions là où ils ont des difficultés à avancer. Il ne faut pas beaucoup de pression. Il faut savoir aménager ces entreprises, le laps de temps de leur relance. Vous avez parlé du secteur public, mais comment finalement garantir une meilleure équité entre les travailleurs du secteur public et ceux du privé ? Écoutez, moi j'aimerais bien parler du privé. Il y a quelques privés qui sont organisés en syndicats. Je les défends, je pose leurs problèmes, je leur rends visite. J'ai été pas plus loin que ces jours-ci dans une entreprise privée. Et je vais avoir à visiter d'autres entreprises privées où il y a des syndicats. Mais moi je dis, s'ils ont envie que l'UJTA défend l'entreprise privée, il faut qu'aussi permettre aux travailleurs de s'organiser. Moi, je ne suis pas tenu de parler des travailleurs, tous les travailleurs. Je suis tenu de travailler de mes affiliés. On m'impose le pluralisme syndical. Je ne suis pas le syndicat unique. Je suis un syndicat parmi d'autres. Et je parle de mes affiliés. Et les entreprises privées, les entrepreneurs privés, s'ils ont envie que le JTA porte la voix de ces entreprises, parce que je porte la voix des travailleurs, eh bien, qu'ils permettent aux travailleurs de s'organiser en syndicat. Et en parlant de l'UJTA, justement, nous sommes à quelques jours du 24 février, date de la création de l'UJTA, le 24 février 1956. Vous avez déploré, M. Takjout, que l'UJTA ne produise plus d'études et d'enquêtes comme auparavant. Vous avez exprimé votre volonté de rebâtir l'UJTA et d'en faire une force de proposition. Dans cette optique, justement, M. Takjout, comment comptez-vous moderniser la centrale syndicale et renforcer son influence dans les grandes décisions économiques du pays? C'est pas une tâche facile parce que on a réorienté un petit peu le syndicat vers le commerce. On a réorienté les syndicalistes vers des manœuvres commerciales beaucoup plus que les manœuvres militantes syndicales. Et ça, c'est déplorable. Je le déplore parce que le syndicalisme, c'est un lieu de militantisme, c'est un lieu d'engagement, c'est un lieu de réflexion pour l'intérêt des travailleurs. C'est devenu un espace de marchandage, un espace d'orientation d'intérêt beaucoup plus. Et ça, c'est un travail qui est très difficile. Parce que faire de la pédagogie syndicale au milieu de cet état d'esprit n'est pas facile. Mais on le fera. On essaiera de remettre de l'ordre parce que le syndicat de 56, c'est un syndicat militant
est révolutionnaire. Le syndicat de 62, c'était des militants de la construction. Le syndicat de 90 de Ben Hamouda, c'était le militant de la sauvegarde de la République. Nous devrions aujourd'hui faire un syndicat de militants syndicalistes et de syndicalistes qui proposent des solutions, qui proposent des pistes, qui ont des arguments. C'est un syndicat créateur d'argumentaire qu'on doit aujourd'hui construire. Inch'Allah, peut-être c'est à moi qui revient cette charge de le faire, d'engager les premiers pas. Et j'espère que ceux qui viendront derrière moi le feront avec beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de militantisme, Inch'Allah. Donc on attend un UGTA 2025 plus moderne, hein ? Inch'Allah. Plus fort. Et l'UGTA prépare justement une conférence sur l'impact du changement climatique sur l'emploi. Quelles seront vos priorités et les priorités abordées ? Écoutez, c'est une question climatique importante. Pourquoi ? Parce que c'est une question qui aujourd'hui d'actualité au niveau international. Il se trouve que l'UGTA est affilié au niveau international. Et personnellement, j'ai pas envie d'être en marge de la discussion au niveau international. Quand je vais participer dans des grandes conférences internationales, tout le monde en parle, tous les pays en parlent, tous les syndicalistes connaissent le sens du climat. Il n'y a que nous en Algérie qui connaissons rien du climat. Alors moi, je suis, attention, il va falloir aussi s'imprégner de cette question climatique. Et nous avons lancé une petite foire aux questions au niveau des réseaux sociaux. Nous avons sélectionné 3 questions de 3 internautes. Je vous pose la question tout d'abord de Sofiane. Dans un contexte marqué par des réformes économiques et des évolutions du marché du travail, quelles initiatives l'UGTA envisagez-vous pour renforcer la protection sociale, améliorer les conditions des travailleurs, notamment en ce qui concerne l'accès au financement et à l'épargne ? Écoutez, ça, c'est des questions que nous essaierons de participer, mais c'est encore une fois, il y a autant de mécanismes d'accompagnement, autant de mécanismes d'ouverture pour créer des entreprises, créer des petites entreprises, etc. Mais c'est des questions, il faut que les institutions concernées fassent de la vulgarisation, fassent de la communication, il faut qu'ils l'expliquent. L'UGTA est une organisation qui doit défendre les intérêts. On ne peut pas interférer dans les prérogatives des institutions qui sont concernées. On les interpelle à faire plus de communication, à faire plus d'explications à cette jeunesse. Et la question de Djabara, je vous lis comme c'est écrit. Dans un monde idéal, les syndicalistes sont là pour protéger les intérêts des employés et de l'entreprise. Toutefois, en pratique, certains syndicalistes œuvrent pour les intérêts de l'employeur à des fins personnelles, comme le recrutement de proches, tout en négligeant les intérêts des employés. Est-ce que l'organisation dispose de mécanismes de contrôle et d'inspection pour corriger ces situations ? C'est de la triche. Ça arrive souvent quand la logique veut que l'employeur fasse son travail d'employeur et que le travailleur qui est syndicaliste doit faire son travail de syndicaliste. S'ils sont complémentaires dans l'intérêt de l'entreprise et des travailleurs. Ça veut dire aujourd'hui, c'est cette compréhension qu'il faut avoir. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de tricher avec les travailleurs parce qu'ils en savent tous ce qui se passe dans l'entreprise. Sa question, c'est est-ce qu'à votre niveau, vous avez des mécanismes de contrôle ? Non, on ne peut pas contrôler, on peut dénoncer. Très bien. Donc on fait dans la dénonciation, mais pas dans la délation. Et la dernière question, celle de Yanni. Vous y avez répondu à moitié tout à l'heure. Alors la question de Yanni, c'est à quand la revalorisation du SNMG ? Est-ce que votre syndicat revendique l'augmentation et la révision ? Le syndicat a fait une proposition. Le président de la République est réceptif. Et je suis sûr et certain qu'il aura à prendre une décision dans ce sens très prochainement. Parfait, je vous remercie beaucoup, Ammar Takjout, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, l'UGTA. Merci d'avoir été l'invité du jour. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Très belle suite des programmes sur Alger Chaîne 3.